Blanchet, le... Antoine Véran. Présent. Michel Castel. Présent. Thierry Miez. Présent. Gisèle Vicini. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Jean-Claude Guirand a donné pouvoir à Hubert Hugo. Monique de Grandy. Présent. François-Dominique Sainz. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Taconi. Georges Robert. Présent. Evelyne Delamarque. Présent. Janine Planel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Mamouna Griffon. Présent. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Urruti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Laloum. Yann Véran. Présent. Ok. Merci. Secrétaire de séance, Madame Castel est désignée d'office. Le procès verbal de la dernière séance, est-ce que vous avez des remarques? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je dois vous donner lecture des décisions qui ont été faites pendant cet espace. Il y a eu la révision habituelle en fonction des indices des loyers. Il y a eu une location sur l'immeuble de la trésorerie à Mme Sétour. Il y a une location à Mme Médour en Plan du Var qui est devenue en fait de nos employés. Il y a Mme Impina T4 à Saint-Roch depuis décembre. On a eu la résiliation d'un T3, T4 au village, à la poste. On a la résiliation de Cohen-Solal, mais il est déjà reloué. Et de Mme Cadet-Lheureux, appartement à Plan du Var, qui est déjà reloué aussi. Nous avons vendu un caveau, le 176, une case, la 51. Et vous avez, pour la forme, tous les états comptables qui sont à votre disposition. Et je dois vous donner aussi les engagements contractuels dans les marchés. Le restaurant de la Fourchette, donc les travaux ont été attribués en 3 lots, gros œuvre, électricité et plomberie, à hauteur de 202 000 €, je crois, au total, et ainsi que le marché des tickets restaurants qui a été renouvelé, et en même temps, non, c'est tout, ce qui a été dans le cadre des marchés publics lancés. Voilà pour ce qui est des informations accomplies par moi pendant cette période, et je passe tout de suite à mes délibérations. Le BP, donc on en a déjà parlé, mais je vais vous donner quelques éléments. Quand vous voyez l'ajustement à plus 20 000 € au chapitre 12, c'est-à-dire le 0,12, c'est tout ce qui est charges, salaire et personnel, cela vient de 1,5 équivalent temps plein au service technique, un 0,5 qui était libre depuis le passage à mi-temps de Mylène Bellé, et on a pris 0,5 en plus pour avoir un agent complet depuis le mois de juillet qui s'appelle Johan Buffard, qui travaille bien, qui travaille avec Guy et qui est en train de prendre. De la même manière, nous avons dû prendre une partie, mais ça c'est depuis novembre, d'une part du salaire pendant la période de trituration des olives d'une personne pour se mettre en formation sur cette saison et une partie de la saison de l'année prochaine, puisque Richard quittera certainement le moulin en décembre ou janvier 2022 ou janvier 2023. Donc il aura 2 saisons de travail accompagné, ça se passe très bien. Nous allons nous l'envoyer en formation complémentaire sur ces sujets, et notamment au sujet des normes qui sont en train d'évoluer dans la trituration, même si c'est
la coopérative oléicole où on est transparent, nous, mairie, mais comme on finance, puisque sans nous, il ne pouvait pas avoir de personnel, puisque le moulin, c'est 5 mois par an, grosso modo, et le reste du temps, la personne n'avait plus de travail. Dans d'autres communes, ils ont pris la décision de prendre des auto-entrepreneurs, qu'ils embauchent soit pendant la période des olives, et puis ensuite, soit ils les utilisent dans les ateliers municipaux, soit ils sont libres d'aller travailler ailleurs. Donc c'est cet ajustement-là, plus tous les remplacements eu égard au Covid, les augmentations de personnel avec des difficultés que l'on a rencontrées, font qu'on a été obligé d'abonder le 0,12 de plus vers 1000 euros. Nous avons aussi les règlements d'ASH de Tourette-le-Vins sur 2 années, que Michel est en train d'approfondir, et c'est là où on s'est aperçu de l'augmentation impressionnante du nombre de gens qui s'inscrivaient à Tourette et qui nous ont envoyé la facture globale. Et ensuite, on avait sous-estimé le remboursement d'un emprunt au SDEG. De la métropole. C'est parce que la métropole a repris nos emprunts. Je l'ai déjà expliqué, je voulais que ce soit repris intégralement pour la métropole. C'était repris directement, on le paye à vie quand c'est dans la clé. Donc là, dès que les emprunts tombent, eh bien, on perd cette part de remboursement que l'on fait à la métropole. On a une petite diminution au 65-31, c'est malheureusement les indemnités de Patrick. La diminution des crédits dépenses pour le complexe sportif. Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, on a changé différents équipements qui nous ont permis de consommer moins, mais surtout, la tempête Alex pour nous a eu du bon, puisque celui qui nous a provisionné en plaquettes nous avait surfacturé des quantités incroyables et à un prix incroyable aussi. Et donc, quand Alex a emporté son outil de travail, on a dû renégocier en marché, et ce marché il est presque 50% moins cher que ce que l'on paye. Hein? C'est l'Oriros, oui, c'est pas nous, c'est l'Oriros. Nous, on paye notre facture, donc notre facture se réduit de tête. Régie spectacle, moins 36 000 euros. Monsieur Matt, comme ça vous avez la réponse au calcul qui a été fait. L'augmentation du remboursement des rémunérations du personnel en longue maladie, donc ça c'est au 64,19, 48 000 euros. Et l'amélioration de 5 000 euros sur des titres annulés, notamment sur une taxe... non, c'est pour les loyers. Les loyers, les dettes. Un investissement, on n'a pas pu retrouver une taxe d'habitation à hauteur de 7 240 d'équipement, une PLE, de 7 243 euros, donc on passe en perte et profit. Et puis une augmentation des crédits pour l'augmentation de l'opération de plan du Var qui concerne la remise en état du réseau d'assainissement, de la colonne du bâtiment et de le raccordement. Il n'y avait pas assez de pente et on avait des soucis. Et maintenant que le bâtiment est à nouveau plein, ça devenait problématique. Et la baisse des crédits d'opération 17 sur du foncier bâti où on a un peu moins fait. Et il faut aussi que l'on inscrive, je ne l'avais pas là, mais c'est une modification, parce que ça c'est un projet, hein. Il faut que l'on inscrive une recette et une dépense de 20 000 euros sur les taxes foncières. L'État, sur ces 2 dernières années, ne nous a pas remboursé, ne nous a pas dégrévé les taxes foncières qu'il devait nous dégréver. La situation se débloque depuis 48 heures aujourd'hui, et donc on ne pouvait pas l'impacter, mais on est obligé de payer. Donc ça sera neutre, mais vous verrez apparaître dans le projet définitif 20 000 euros en dépenses et 20 000 euros en recettes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc ont plusieurs formes, parce qu'elles sont différentes en fonction du type de logement. Les 6 logements PLS sont garantis aussi 50-50 avec la métropole, avec la Banque des Territoires, et le montant garanti est de 956 000 euros pour ça. Et je lis les 2 opérations, on les votera ensemble.
Le deuxième, c'est pour les 45 logements PLU, PLAI, toujours pareil à 50%, et qui représente 3 795 755 euros de garantie. Je partage les remarques et son avis. Effectivement, il serait bien que l'État prenne ses responsabilités aussi et nous contraigne à faire du logement parce qu'on est taxé, si on n'en fait pas. Et de l'autre côté, c'est la commune qui monte au créneau et le PCI. Il ne faut pas qu'on dépasse les 5 000 habitants, parce qu'au-delà de 5 000 habitants, c'est 100%. Là, on a réussi à garantir de 3 500 à 5 000. C'est Dominique Estrosi-Sassonne qui a réussi à faire bouger entre les allers-retours sur la modification de la loi SRU, et c'est passé. Entièrement logique que l'État qui impose, l'État garantit. Bien sûr. Et d'autant plus que non seulement elle impose, mais elle nous implique des normes, des prix qu'elle nous plafonne, qui ne nous permettent pas d'avoir la rentabilité, donc ça tourne encore sur des financements, sur la réduction du prix de notre foncier, parce qu'en dehors de ça, il faut quasiment mettre aujourd'hui le foncier à disposition, pratiquement. Nous, ça n'est pas trop mal sorti, même si on a perdu des prix, mais ça n'est pas trop mal. Je pense que c'est la vocation, en fin de compte, de nos élus de la République, oui, de créer cette code et de faire en sorte de soulager les communes de l'obligation de garantir pour pouvoir respecter pas de logement, pas d'aide à la pierre. Pas de logement social, pas d'aide à la pierre. C'est une incohérence avec les positions qui nous est faite. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'ancien presbytère, là, vous voyez, je vous disais 853, c'est 953 hors taxe euros, avec une TVA à 20% qu'on est en train de ramener à 5,5, et d'un montant final de 1 235 784 en TTC. 734 en TTC. Je vous donne l'information que vous avez dans la page 7. Vous voyez le delta entre 953 et 1,029. Ça paraît faible avec les récupérations de TVA et autres, on devrait s'en sortir. La réalité du compte, vous l'avez à la page 8, la réalité du delta. Alors, ce delta, on était financé à 45%. Et sur le montant, c'est toujours le problème, et c'est pour ça que maintenant on est très prudent sur les engagements et on prend plutôt la version haute que la version basse, même si c'est un problème. Mais quand vous faites ça, vous avez une augmentation, mais les financements, ils ne sont pas compris que 183 000 euros, ils sont au à 100%. Puisque le financement, lui, il est pris sur le montant qui a été jugé au moment du débat sur la loi de finances. Voilà. Donc voilà, on s'en sort, on a payé, on a fait notre emprunt, parce que c'est obligatoire aussi de passer par la caisse des dépôts de continuation, puisque ces logements rentrent dans le quota de Monique en logement social. Et donc c'est la caisse des dépôts qui est la banque qui a un peu un monopole sur le sujet. Mais voilà, c'était le dernier grand bâtiment qu'on devait refaire. Ça va nous rendre service, je pense, et c'est pas trop mal. Et c'est bien qu'on ait gardé cette âme, comme c'était l'ancien hôpital, et qu'on fasse des appartements sociaux là-dedans pour les handicapés. Oui, vraiment, c'est ce qu'a dit d'ailleurs l'archevêque, et c'est bien, c'est vrai. On a aidé les deux, puisque la liturgie, elle est restée le côté avec les catéchistes et les deux salles, ils ont un bel espace. Et puis les logements qui servent avec le CCAS à ces fins-là, et aujourd'hui on en a déjà deux d'affectés en principe. Qui est contre? Qui s'abstient de cette modification? Merci. Délibération numéro 4, montant des frais aux communes pour les dérogations. On peut aller dans ce sens pour couper court à tout débat. On a fixé la participation aux frais de fonctionnement pour l'année 2020-2021 à 1 600 € pour un élève scolarisé en maternelle et 1 111 € pour un élève scolarisé au niveau élémentaire. Alors, on a pris les bases, les moyennes de calcul pour se positionner sur le compte administratif. Qui est contre? Ça fait 11 enfants en fait. C'est 11 enfants? Oui. C'est 11 enfants. Plus voilà, 2 qui devraient arriver à la rentrée de janvier.
suivant les parents où ils trouvent le logement, ou ça sera avec Duranis, ou ça sera avec la Roquette. Donc ils ne rentreront à l'école que quand les dérogations seront acceptées par ces deux communes. D'accord. Et ça fait 11 enfants. Uranus, Tourette-le-Prince essentiellement. Et la tour sur Tigny. On est très oui, pour modéré, si je puis dire. Je crois qu'à la Trinité, c'est 2200, 2400 euros. À Tourette, c'était beaucoup plus aussi. Je n'ai pas le chiffre, mais c'est beaucoup plus. Voilà. Après, chaque commune, c'est en fonction du tableau des finances. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? On a une délibération qui concerne la convention d'objectifs comité des fêtes. J'ai noté qu'on fera la modification pour le contrôle de gestion. Mais c'est la délibération qu'on prend chaque année. Article 5, non? Comment? Article 5. Article 5. Mais c'est la commission des finances. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, Ghislaine ne prend pas part au vote. Moi je m'abstiens, mais je préférerais quand même que ça reste comme ça. En fait, hein. Non, mais c'est la commission des finances. Donc, abstention de ta part? Oui. Ok. Parce que, simplement, parce que j'aimerais que ça reste comme c'est dans l'article. Oui, mais non, c'est la commission des finances, on ne va pas désigner un contrôleur de gestion en particulier. Madame Castel, vous avez la parole. Pour cette association, comme pour toutes les associations, je parle spécialement que cette association. Je rends hommage parce que Madame de Grandy, vous montrerez à Régis la totalité des dossiers que vous structurez, comment ils sont contrôlés avec Laurence sur la totalité des pièces et la totalité des financements. Et on contrôle aussi, mais on n'applique pas de... Patrick voulait qu'on la mette en place, et chaque fois j'y repense, mettre un contrôle sur les trésoreries des associations. Il y a des associations qui capitalisent, ce qui n'est pas bien dans la nature, mais par exemple, moi je l'impose, et je l'ai toujours imposé à la fête du cheval, au comité des fêtes, d'avoir une provision en cas d'année blanche sur les recettes. Donc, il y a une différence entre avoir une trésorerie et avoir une capitalisation. Oui, oui. Ah non, c'est trésorerie, oui, oui. Non. Avoir une trésorerie, c'est légitime, mais capitaliser, oui. On déroge à l'esprit de la loi de 1901. La différence est très importante. Expliquez à vous. Non, expliquez à vous. Je ne sais pas, mais je sais. Oui, tout à fait, c'est exact. Non, mais que les associations aient une trésorerie, vous clôturez à zéro. Et une réserve, le cas échéant, d'accord. Mais une capitalisation, là. Oui, oui. C'était le combat de Patrick Marc, et d'ailleurs, on le demande, puisque ça nous sert. En sa mémoire, il serait peut-être temps aujourd'hui que dans les arbitrages que je regarde, moi, ce chiffre est rempli et je le regarde. Voilà. On est d'accord là du coup, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y aura la commission des finances qui sera au contrôle de l'ensemble de ça. Ça ne sera pas une personne qui techniquement c'est impossible. C'est déjà fait. Dans le dossier pour remporter. Le dossier est rempli, c'est le groupe de travail. C'est le groupe de travail, mais c'est un travail fastidieux, hein, je peux vous dire. Et après, sur un budget qui fait actuellement. Non, 4 millions en fonctionnement. Les subventions, c'est 122 000 euros, quelque chose comme ça. 150 maintenant, je passe un temps fou d'arbitrage, et la fille n'est pas là, et moi j'ai petit, et moi j'ai pas là, et moi j'ai l'année dernière, et pas l'année dernière. C'est un élément qui prend la tête sérieusement. Madame Castel. Ce qui serait très intéressant, c'est de regarder en fin de compte les associations qui ont bénéficié cette année d'une subvention et qui n'ont pas réalisé en fin de compte les objectifs qui correspondaient. C'est déjà le cas, monsieur. Non seulement on le regarde, mais on demande que ce soit décliné par écrit, ainsi que toutes les pièces, les extraits bancaires et
Et celles qui ont touché, qui n'ont pas fait la Pardon? celles qui ont eu et qui n'ont pas organisé la manifestation. Tout à fait. Et on a réduit sérieusement. Oui, oui. Oui, On a sérieusement réduit. Les procès sont bons de ce côté-là. Ok. Allez, Madame Castel. Alors, la délibération numéro 6, c'est le renouvellement de l'admission au Cézanne. Alors, je vais faire un petit exposé le plus bref possible pour expliquer ou rappeler ce qu'est le Cézanne. Alors, le Cézanne, qu'est-ce que c'est? C'est le comité d'entraide sociale d'action culturelle et de loisirs de notre Côte d'Azur. Depuis le 19 février 2007, les collectivités sont tenues de mettre à disposition de leurs agents des services de prestation d'action sociale et ces dépenses revêtent un caractère obligatoire pour les collectivités territoriales, donc pour nous. Ces prestations ou ces services visent à améliorer les conditions de vie de nos agents, des agents publics, de leurs familles, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations qu'ils peuvent rencontrer, des situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. C'est une association de type loi 1901 qui a donc pour objectif la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dans les domaines suivants: l'enfance, les loisirs, la culture, le logement et des aides exceptionnelles pour contribuer à renforcer évidemment les liens sociaux, les liens familiaux, les liens culturels, de loisirs, parmi les personnels de notre collectivité. Alors, les bénéficiaires sont, à l'exclusion des vacataires et à compter de la perception du premier traitement quand ils rentrent dans une collectivité, les agents contractuels et non titulaires dont la durée d'engagement est supérieure à 3 mois, les apprentis dont la durée d'engagement est supérieure à 3 mois, mais nous, on n'en a pas dans notre collectivité. Les agents retraités, à condition d'avoir été adhérents au Cézanne en qualité de membre actif. Ça maintient un lien intergénérationnel entre les actifs et les retraités qui ne se retrouvent pas un peu isolés par rapport à leurs collègues et à leurs années de travail dans la collectivité. Les retraités de l'Auvergne. Les personnes... Là, on n'est que sur le Cézanne de l'Auvergne. Ah oui, on n'est que sur le Ah, mais Cézanne pour de les autres, l'Auvergne. non, mais le règlement il est sur les autres collectivités. Pareil, si Oui. tu as la liste, si tu étais inscrit au Cézanne avant ta retraite, si tu étais inscrit au Cézanne avant ta retraite, tu peux bénéficier du Cézanne après que tu as retraite. Si tu n'étais pas inscrit au Cézanne pendant ta vie active, tu ne peux pas accéder au Cézanne à ta retraite. Et les personnels qui sont mis à disposition d'organismes ou d'associations qui relèvent de notre collectivité peuvent bénéficier de l'action, peuvent bénéficier de l'action du Cézanne, mais n'en bénéficient pas si dans les organismes où ils sont, ils touchent déjà. Les agents en disponibilité avec traitement de notre collectivité, par exemple un agent en congé de formation rémunéré, on n'a pas de disponibilité chez nous en ce moment. La perte de qualité de bénéficiaire se fait par cessation d'activité autre que la retraite. Pour être adhérent, donc, il faut remplir le bulletin d'inscription avec une cotisation symbolique de 1 €. Alors, quelles sont ces actions et ces prestations? Donc, l'expliquer dans un cadre général. Donc, c'est l'accompagnement dans des événements familiaux, une naissance, un mariage, des prestations en faveur de l'enfance pour des rentrées scolaires, participation aux sorties scolaires, accès à la culture et aux loisirs par des chèques vacances ou des tickets cinéma, billetterie variée et attractive au travers de tarifs négociés. Alors, un espace de communication doit être mis à disposition comme support d'information, donc c'est un endroit qui est réservé. Chez nous, ça se passe par Internet sur le site Cézanne et dans le bulletin de communication interne qui est joint au bulletin des payes pour les nouveautés. Chez nous, il y a 2 agents référents, donc un titulaire qui est Laurence et un suppléant qui est Martine, qui assure le relais entre l'association et les agents. C'est vraiment un lien nécessaire. Et elles font un gros travail. Il faut les remercier parce qu'elles font un gros travail pour tout notre personnel. Et les actions non déléguées, c'est-à-dire qu'on a voulu garder quand même quelque chose de particulier sur notre commune, c'est ce qui avant était géré complètement par l'amicale, mais l'amicale a voulu garder le moment de Noël, qui est un cas
un peu particulier, une fête à laquelle tout le monde est très attaché, et de la prestation associée, c'est-à-dire un bon d'achat pour les enfants du personnel jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc tout ça, c'est relayé par l'amicale du personnel. Et dans cette amicale, on a Caroline, Manu, Élodie, Barthélémy, Martine, Michel et Laurence. Donc je voulais les remercier parce qu'ils ont organisé une jolie fête de Noël malgré le contexte sanitaire un peu compliqué. Toute cette équipe a tenu à garder cette âme de Noël en organisant, en faisant très attention et en organisant un spectacle de qualité, et puis la venue du Père Noël et la distribution des cadeaux aux enfants, et la distribution du panier pour chaque agent dans un système de click and collect, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont pris leur paquet qui était vraiment très très bien garni. Et alors évidemment, on ne se retrouve pas autour du pot et du petit cocktail dînatoire et tout ça, mais bon, les conditions font que. Alors, donc vraiment, je tenais à les remercier pour le maintien de cette jolie fête. Quelles sont les ressources du Cézanne? Alors évidemment, comment ça se passe? Alors la commune s'engage à une participation financière. Elle est basée sur le calcul suivant. C'est une subvention annuelle qui est fixée à hauteur de 0,80% de la masse salariale, je cherche du personnel, qui est calculée sur l'année N-1. Et ça donc permet la mise en œuvre de ces actions. Cette subvention annuelle pour assurer les charges du fonctionnement de l'association est fixée à 15% de la subvention financière versée pour les actions. Et les montants de ces subventions sont calculés sur la base du compte administratif de l'année N-1. Donc, ce qui veut dire que pour nous, quand on ramène, on a sur la commune de Levins le budget, le montant total de 0,8%, là ce que je vous ai expliqué, et les 15% sur les charges, ça fait un total de 16 370,45 €. C'est quand même une somme importante. Et il y a aussi la partie du CCAS. Je ne communique pas la somme. Je peux la communiquer parce que je pense que c'est quand même intéressant aussi. Voilà. Le CCAS, c'est vrai que c'est une antenne un peu particulière, mais enfin, on se sent quand même un peu concerné, je crois. Donc, voilà. Donc le montant, il est de 1 565,50 €. Donc il y a quand même des sommes importantes. Pour se rappeler ça, c'est ce que une partie on a augmenté quand on est rentré au Cézanne, ça a été un peu plus cher, parce que notamment il y a tous les titres quoi, mais c'était 20 ou 30% de plus que ce qu'on mettait d'habitude pour le fonctionnement de l'amicale. Donc on a transféré une partie des crédits avec une augmentation pour bénéficier de tous les avantages, les séjours, vacances, tous les éléments que fait le Cézanne. Voilà. Et quasiment toutes les communes de la métropole y ont adhéré. Je crois que j'ai été appelé par une commune qui veut adhérer au Cézanne aussi, là, c'est Saint-André. Donc la convention, elle s'engage pour une durée de 3 ans. Oui. Donc on arrive à échéance là, puisqu'on a déjà fait cette adhésion dans les années précédentes. Donc on s'engage pour une durée de 3 ans. Et la première des livres, elle était en 2015, donc 2018-2021, on reconduit pour 3 ans. S'il y a des modifications, elles feront l'objet d'un avenant, des résiliations par lettre recommandée, si jamais on veut laisser exister. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout exposé. Je vous propose donc, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire que on a tenu à le mettre pour vous informer, notamment sur les chiffres, mais c'est des reconductions tacites qui peuvent être effectuées sans passer de l'information adhérée, sans passer en conseil. Oui, mais moi je trouve que c'est bien de temps en temps, enfin c'est tous les 3 ans, donc voilà, de se faire un petit rafraîchissement de mémoire et de se dire que quand même... Notamment pour les nouveaux élus cette année. Voilà, les nouveaux élus, et puis il y a des sommes importantes qui sont mises à disposition de nos agents pour améliorer
leur quotidien, les loisirs, la vie familiale. Donc je trouve que c'est quand même important parce que c'est un engagement, un bel engagement aussi de la collectivité. Donc je vous demande de renouveler cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention d'objectifs et de prévoir au budget 2022 les sommes nécessaires. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Laurence, pour les infos chiffrées qu'elle m'a communiquées cet après-midi. Alors, la DELIP 7. L'assurance groupe. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important. Une assurance groupe qui est souscrite par le centre de gestion. Donc c'est l'opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance qui s'adaptent le mieux à notre collectivité. Des assurances donc statutaires qui sont proposées par le centre de gestion et pour la couverture des risques inhérents au statut de nos agents. Alors il s'agit ici de mandater le centre de gestion en vue de la souscription pour son compte d'un contrat d'assurance qui couvre la commune contre les risques financiers qui découlent donc des dispositions de l'article. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Dans les domaines des congés maladie, des congés longue maladie, des mi-temps thérapeutiques pour différentes raisons, des congés d'accompagnement pour personnes de la famille qui sont en difficulté, par exemple les fins de vie ou les accidents de la vie, les congés formation professionnelle, etc. Alors, la décision d'adhérer à ce type de contrat fait donc l'objet d'une nouvelle délibération après information du centre de gestion du résultat de la mise en concurrence. C'est-à-dire qu'une fois que on aura délibéré aujourd'hui pour missionner le centre de gestion, on aura des retours d'informations qui nous exposeront si ça nous convient, si ça ne nous convient pas, de façon à souscrire quelque chose qui colle vraiment à notre collectivité. Pourquoi c'est pas clair ce que je dis? En clair, le centre de gestion a besoin de connaître le volume sur quelle que soit la police d'assurance que l'on veut dire en prendre. bref. Elle interroge toutes les communes pour établir un volume qui permet de lancer l'appel d'offres. Parce que là, ce qu'on autorise, c'est le lancement de l'appel d'offres. Et en fonction du résultat de l'appel d'offres, ce que dit Michel, c'est qu'on choisira quels sont les éléments et les pavés qu'on veut prendre chez eux ou non. Voilà. Voilà, donc ça vise les catégories de personnel suivants, les agents titulaires ou stagiaires, les agents contractuels de droit public et agents titulaires ou stagiaires qui sont affiliés à l'IRCONTEC, soit les deux catégories de personnel. Donc, bien évidemment, en fonction des informations récoltées, on se réserve la faculté d'y adhérer en fonction aussi des conditions tarifaires et des garanties proposées. Donc, il s'agit bien ici d'une nouvelle consultation qui sera mise en place en janvier 2023. Actuellement, on a déjà un contrat de ce type avec le centre de gestion. C'est pour une prise en charge financière. Donc, ce que j'ai expliqué, en cas de congé maladie, longue maladie, mi-temps thérapeutique, on a 2 agents concernés chez nous. Et cette assurance est utilisée donc pour avoir, si vous voulez, à la fin de tout ça, quel est le but? C'est le remboursement des salaires des agents qui sont en longue maladie ou de longue durée, les accidents de travail ainsi que pour les contractuels en maladie. Céline, notre DGA et responsable des ressources humaines, transmet les demandes de remboursement. C'est elle qui gère ce pôle. Et cette procédure est à renouveler tous les 3 ans. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Oui. S'il y a des questions ou des points qui demandent un éclairage particulier, voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allô, allô? Oui. Bon. Qui est pour? Allez, je vois qu'il y a un. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Tout le monde est d'accord? Allez. Merci. À toi. Monsieur Braquet. Monsieur Braquet. Moi je reprends, vous savez pas. Mise à disposition d'un agent communal de la police rurale de la commune de Duranus.
Donc la commune d'Uranus a décidé de se doter d'un service ponctuel de police rurale. Doucement, doucement. Cependant, le besoin ne permet pas de recruter un agent. M. Jean-Michel Morel, maire d'Uranus, a sollicité la commune de Levens afin de bénéficier d'une mise à disposition du garde champêtre de Levens. Cette mise à disposition est régie par une convention tripartite entre la commune de Levens, la commune d'Uranus et l'agent mis à disposition. La mise à disposition est prononcée par un arrêté individuel de l'agent concerné par l'autorité territoriale. Le temps de mise à disposition sera de 7 heures par mois, modulable en fonction des besoins de la commune d'Uranus et des disponibilités du garde champêtre selon les besoins de la commune de Levens. Le montant de la rémunération des cotisations et contributions afférentes ainsi que les charges correspondant au deuxième alinéa de l'article 6 versées par la commune de Levens sont remboursés à la hauteur de 30 € de l'heure par la commune d'Uranus selon un état réalisé 2 fois par an. Donc il est proposé au conseil municipal de décider de la mise à disposition d'un agent de la police rurale auprès de la commune d'Uranus et d'autoriser M. le maire à élaborer et signer tout document. Qui est pour? Qui est contre? Qui Qui s'abstient? Périguet s'abstient. Ok. Merci. La numéro 9, c'est presque la même que la numéro 8, à part que c'est la commune de Semblez qui demande. Donc M. Jean-Paul Fabre, maire de Semblez, a sollicité à la commune de Levens afin de bénéficier d'une mise à disposition du garde champêtre de Levens, à part que le temps de mise à disposition sera de 4 heures par semaine modulable. Donc il est proposé au conseil municipal de décider la mise à disposition d'un agent rural et d'autoriser M. le maire à élaborer et signer tout document. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, attendez. Par contre, je suis content qu'il y ait une erreur. Oui, exactement. Michel, Régis, U. Attendez. On recommence. Excuse-moi, je vais lever le doigt peut-être. Moi, je suis complètement contre. Je sais pas si. Parce que là, c'était contre ou abstention? Ça, c'est contre. Ah non, Recommençons. Qui s'abstient? Voilà. Alors, les abstentions, ok. Et contre? Il n'y a que toi. D'accord. Ok, merci. On peut faire un commentaire ou pas, non? Je voudrais juste faire un petit commentaire. Pardon? Pardon? J'ai pas compris ce que tu as dit, Claude. C'est bon, tu l'as déjà dit avant. Ben non, mais là, on est en conseil, on est filmé, donc je pense que ça peut intéresser si on explique. Voilà, sinon, on peut donner un pouvoir et rester à la maison dans les Charentaises. Hein, donc je pense que c'est bien aussi d'expliquer. Donc moi, j'avais envie de dire que je me suis abstenue et je n'ai pas voté contre. Donc là aussi, il faut faire attention à ce qui se passe et à ce qu'on dit et à ce qu'on note. L'intervention sur la commune de Saint-Blaise, sur les parties limitrophes, sur nos frontières proches, pourquoi pas, mais sur une intervention complète sur la commune de Saint-Blaise, je trouve que c'est désadapté parce qu'on a quand même de grands besoins sur notre commune. Uranus, c'est autre chose. Il intervient sur une petite commune qui a peut-être plus de difficultés par rapport à son isolement, par rapport au nombre d'habitants. Saint-Blaise, c'est une commune qui est en extension, qui a des services et tout, donc je pense qu'elle pourrait peut-être se doter ou d'un policier, ou ça c'est autre chose, je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Mais voilà les raisons de mon abstention. Merci. Très bien. Convention de partenariat avec l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur. Je vais résumer. La commune de Levens souhaite que Mme Séverine Fortejoie, adjointe administrative stagiaire à temps non complet 20 heures, développe ses connaissances et compétences en matière de promotion touristique. À cet effet, l'Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur se propose de contribuer gracieusement à cette formation par convention, et ce, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 5 juin 2022. L'agent restera sous la responsabilité et l'autorité de la commune durant cette période. Il nous est donc proposé de valider cette convention de partenariat entre l'Office de tourisme métropolitain et la commune de Levens. Pourquoi ça dure que 6 mois? C'est pendant la période de stage. De stage.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et le Conseil d'État vient de rendre ses conclusions qui sont une victoire pour nous tous, puisque nous avions travaillé au CIVON pour faire en sorte que l'État valide le principe de l'injustice qui nous avait été faite dans la compensation de la taxe d'habitation qui était imposée, qui ne nous avait pas été remboursée et qui, sur votre feuille d'impôt pour la commune de Levens, pèse 2,5% de taxes supplémentaires. Donc normalement, on devrait être dégradé de ce montant-là qui fera baisser nos impôts. C'est le maire de la Trinité, mais la Trinité, c'est très très loin. Ça mettait en péril leur budget. Voilà. Donc ça, c'est une belle victoire. Et tous les parlementaires, soit au Sénat ou à l'Assemblée, nous ont aidés sur ce sujet. Et le cabinet du président avait envoyé un message, je ne sais pas si on en a parlé hier, au président du CIVON, disant qu'il donnait les ordres à Bercy pour faire en sorte que... Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Madame Castel. Alors, la délibération numéro 11, mise en œuvre du recensement de la population 2022. C'est quelque chose qui se passe tous les 5 ans. Donc, le recensement était prévu en 2021. Il a été annulé au vu de la situation sanitaire et il aura lieu sur notre commune du 20 janvier 2022 au 19 février inclus. Alors, pour ce faire, il convient de prévoir des modalités pratiques d'organisation pour que cette opération se déroule le mieux possible. C'est-à-dire qu'il faut nommer parmi le personnel un agent coordonnateur qui est chargé de suivre les différentes phases de recensement, répondre aux questions des agents recenseurs, répondre aux questions de la population, ainsi qu'un suppléant. Donc l'agent coordonnateur est Valérie, je peux donner le nom, hein, c'est Valérie Giordano. C'est notre agent qui est à l'accueil. Et l'agent suppléant, eh bien, c'est toi, Valérie, qui est notre DGS. Les deux Valérie. Les deux Valérie G. Alors, il faut nommer, évidemment, les 10 agents recenseurs qui seront chargés de cette opération sur la commune qui est divisée en 10 zones, en 10 districts. Donc, la Roquette, la Borghetta, la Molle, l'avenue Général de Gaulle, Plan du Var, le Haut du Village, avenue Général de Gaulle, Promenade des Prés, René Pouchol, le Haut des Grands Prés, Charles David, route de Duranus, Maréchal Foch, Général de Gaulle, route de Saint-Blaise, Vignal, Pestrier, Sainte-Claire-Bouissat, Félix-Fort, Laval et le bas du village. Donc ça fait 10 zones. On retrouve dans les zones des noms qui sont communs parce que les zones sont grandes. Donc elles sont découpées, les avenues ou les chemins qui sont très longs sont découpés. Donc ces 10 agents sont ou des agents municipaux qui sont détachés à cette tâche pendant cette période, soit des vacataires, ce qui est un peu difficile, on fait des appels à candidature. Il ne manque que 5 personnes. Voilà. Il y en a 2 qui sont rentrés, ça y est. Donc il manque encore des gens, si jamais vous avez dans votre entourage des gens qui seraient intéressés, parce que notre personnel c'est un peu compliqué, si on n'a personne, évidemment on sera obligé de détacher le personnel municipal. Et les élus ne peuvent pas parce qu'il y a une rémunération derrière. Donc les agents vacataires sont payés 1,20 € la feuille, les bulletins par bulletin individuel 1,80 €. Des séances de formation leur sont proposées 30 € la séance, les bordereaux de district 15 € le bordereau. Quand c'est des agents municipaux, là il y a tout un cheminement qui se fait au niveau du régime indemnitaire, donc ça c'est Céline au RH qui s'occupe de ça en collaboration avec la comptabilité, ou l'octroi d'un repos compensateur en fonction des heures travaillées et des tâches accomplies. Voilà. Donc là aussi, c'est rien de bien nouveau, mais bon, on est obligé de délibérer tous les 5 ans par rapport à ça. Le recensement général, il est mis à jour tous les 5 ans, sachant que depuis une dizaine d'années, grosso modo, tous les 2 ans, on fait un recensement statistique, hein, c'est ça?
l'INSEE qui réajuste. C'est l'INSEE qui réajuste tous les 2 ans. Et tous les 5 ans, tous les ans, et qui nous donne notamment le nombre d'habitants et le nombre de résidences et qui permet d'évaluer la FRU entre autres, c'est issu de ça. Voilà, donc faites passer le message autour de vous si vous connaissez ou quoi. C'est pas là où on va devenir milliardaire, mais ça permet. Jusqu'à présent, on a toujours eu pas mal de monde. Les jeunes peut-être. C'est la première fois où on est. Les étudiants qui ont un peu de Les temps. réseaux sociaux, le journal. C'est tout fait, Ça y est, c'est fait ça. C'est noté. C'est du 20 janvier, je l'ai dit. 20 janvier au 19 Du 20 février. janvier au 19 février. Sachant qu'il y a 2 formations, le 6 et le 13 janvier. Alors évidemment, la population peut faire remplir des fiches par Internet. Il va y avoir aussi une permanence en mairie sur des jours en janvier au service de la population pour aider les gens à remplir leurs documents sur Internet. C'est une obligation de la loi, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne voudrait pas, ou la force publique pourrait intervenir, c'est une obligation. On n'a pas de la loi. encore déterminé qui. Donc ça va pour l'instant. Du coup, c'est des gens au questionnaire. Qui C'est pour ça que les agents sont assermentés avec le badge, avec une photo et tout. Badge, photo et compagnie. C'est une obligation de la loi. J'ai une question très pratique. Pour un agent recenseur, il y a une zone ou un district, ça représente, est-ce qu'on peut savoir combien ça représente à peu près de logements à visiter ou à renseigner? 250 grosso modo. 250 Oui, grosso modo. Bien sûr. T'as des zones Parce que où ça on- peut être un petit peu moins important. Notamment au plan du Var, par exemple, l'agent recenseur, il se cantonne à faire le hameau, c'est tout. D'accord, merci. Non, Non, justement, pas créer forcément. des districts supplémentaires pour... Voilà. parce qu'on ne peut pas dépasser, c'est conseillé par l'INSEE, 250 logements. C'est lourd, hein. Les 300 ne sont Il pas y en a qui le font par Internet, donc est-ce qu'ils doivent remplir quand même une fiche quand l'agent recenseur sonne? Non, pas du tout. Justement, c'est Internet qui est privilégié pour Voilà, donc éviter ça peut réduire aux aussi. agents de repasser. Eux, ils contrôlent juste que les personnes aient bien répondu. Comment? Oui, c'est... n'importe quoi. C'est aussi. Oui, Pour 350 Qui est contre? qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, c'est la délibération numéro 12, modification du tableau des effectifs. C'est une délibération qui revient rituellement parce que notre collectivité, elle n'est pas figée, et tant mieux. Donc, pourquoi cette modification? Pour tenir compte des besoins des services de la commune, ça peut sembler évident, des possibilités d'avancement de grade au titre de l'année, des possibilités de mise en stage. Du départ à la retraite de certains agents, c'est le cas de chez nous, de l'agent de la ludothèque, anciennement à la ludothèque, puis après à la bibliothèque et à l'accueil, et de la répartition du temps de travail sur des emplois à temps complet et à temps non complet. Là aussi, il peut y avoir des changements. Ce tableau des effectifs, il doit être évidemment en cohérence avec le budget et il permet d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure gestion et de s'y retrouver plus facilement. Alors, on voit qu'il y a des fermetures et des ouvertures de postes. Alors, pourquoi des fermetures de postes? Parce qu'il n'y a pas de prévision sur le projet de recrutement sur ces postes. Il y a des départs à la retraite, des évolutions naturelles de carrière et des avancements de grade. Alors, où ces fermetures de postes? Dans les écoles, avec une augmentation du temps de travail de l'agent et une mise en stage. Et alors, si vous voulez, on retrouve ces fermetures qui sont basculées après sur des ouvertures quand les gens ont une évolution de carrière ou un changement du nombre d'heures travaillées. L'avancement de grade donc, de 3 agents de nos écoles, donc 3 personnes qui travaillent dans nos structures scolaires, un poste séparé en plusieurs agents. Au niveau administratif, donc un départ à la retraite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et un avancement de grade dans le service de l'urbanisme. Des ouvertures de postes, pourquoi? Pour contrebalancer ce qui s'est passé dans les fermetures et pour être cohérent avec ces fermetures qui se transforment en ouvertures.
pour les raisons que je vous ai évoquées et présentées juste avant. Donc, dans les écoles, l'agent au temps de travail augmente et est mis en stage. Un poste est séparé en plusieurs agents selon les besoins, donc sur 3 agents, sur cantine et ménage. 3 postes pour avancement, donc dans les écoles au niveau de la prise en charge du périscolaire et des ATSEM. Un poste au service technique et au niveau administratif, ce que je vous disais, une fermeture et une ouverture, une évolution de carrière, rédacteur 2e classe qui devient rédacteur 1re classe dans le service de l'urbanisme. Donc le tableau des effectifs est mis à jour, on l'avait déjà dépoussiéré la dernière fois, il est cohérent et il expose donc pour l'année à venir dans la filière administrative 15 agents dont 3 sont à temps non complet, tous les postes sont pourvus. Dans la filière police, 2 agents à temps complet et tous les postes sont pourvus. Dans la filière médico-sociale, 6 agents dont 2 à temps non complet, les postes sont pourvus. Dans la filière animation, 5 agents dont 2 à temps partiel, les postes sont pourvus. Dans la filière technique, 26 agents dont 5 à temps partiel et les postes sont pourvus. Donc c'est bien parce que c'est une gestion saine et lisible et il n'y a pas de service qui est dans le flou artistique. Donc notre collectivité, pour conclure, elle est dotée de 54 agents, dont 12 sont à temps non complet. On a un agent de plus par rapport à l'année dernière, il est au service technique. Et on a un agent CAE qui est affecté à la bibliothèque, mais qui ne fait pas partie des effectifs. Enfin, du tableau dont on parle là. Donc, est-ce que c'est clair? Pourquoi il y a 6 ATSEM pour cette place? Alors, l'autre ATSEM, elle n'est pas, comment dire, j'attendais cette question. Elle n'est pas... Aide-moi Valérie. Elle n'est pas ATSEM. Elle n'est pas ATSEM, elle fait fonction d'ATSEM. Voilà. Donc elle est répertoriée dans quelle colonne? Eh ben, si tu regardes dans le tableau, elle est dans la page derrière, dans les agents techniques. Tu vas voir au milieu du tableau, il y a écrit ATSEM. On se demande comment, pourquoi elle n'est pas dans l'autre tableau. Mais c'est pour ça. Donc je pense que elle est en bonne voie Oui, quasiment toutes ont passé les examens pour être agent territorial spécialisé des écoles maternelles. On les a encouragés, mais bon, il y en a qui viennent de rentrer, donc... On est en train d'y arriver petit à petit. Elles font leurs preuves. Je crois qu'il y en a 8 parce que dans les filières techniques, il y a 2 ATSEM. Je vois qu'il y a 2 ATSEM dans la joie technique C et... il y a Yulia, Plan du Var. Ah, Plan du Var aussi, Voilà. 8e, c'est vrai. Oui. C'est passé son baquet d'ailleurs, je crois. Oui, on a formé quasiment tout. Oui. Et celles qui ne le sont pas vont, si elles se maintiennent là-dedans, si elles se rendent compte que ça leur plaît, voilà. Ça a été un long parcours, ça. Oui, parce que c'était pas évident non plus de se remettre un peu aux études, à passer des concours, voilà, c'est pas évident. Mais bon, on a quand même du personnel de qualité dans nos services et dans nos écoles aussi. Voilà, donc je propose de valider les modifications au tableau des effectifs comme je vous l'ai exposé, d'établir de nouveaux tableaux, évidemment tel que présenté, et d'inscrire au budget 2022 les sommes nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adoption du projet éducatif du territoire, plan mercredi. C'est un projet éducatif territorial, une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité lors des temps d'accueil périscolaire le mercredi. Cette charte a pour objectif de veiller à la complémentarité des temps périscolaires avec les temps familiaux et scolaires, d'assurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l'accueil des loisirs, inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des enfants, et proposer des activités riches plus les sorties éducatives.
La commune sollicitait la labellisation du plan mercredi pour cette action mise en place et à venir. Pour le plan éducatif du territoire pour la période 2021-2024 est formalisé dans une convention en tripartite à la mise en place d'un projet éducatif et d'un plan mercredi. Elle est co-signée par M. le maire, M. le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes et M. le directeur général de la CAF. L'objectif de ces signatures permettra en outre de bénéficier de l'aide financière accordée par la CAF et la modulation du taux d'encadrement en fonction des tranches d'âge et la durée bien sûr de l'accueil sur le temps périscolaire. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet éducatif du territoire, plan mercredi, d'approuver la signature de la convention en tripartite relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial et d'un plan mercredi tel qu'annexé à la présente délibération. Et bien sûr, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs au PEDT et plan mercredi. Alors, c'est un document qu'on a élaboré depuis plusieurs années, qui évolue, qui grandit, et je voudrais vraiment remercier Janine pour cette année, mais tous ceux qui précédemment ont travaillé sur le sujet, et ceux qui assument cette continuité, qui sont Adrien et Eva, qui ont fait un travail très important. Vous verrez la délibération que présentera Janine après, concernant le handicap. C'est aussi une volonté très forte, c'est Adrien qui a porté ce projet, qui nous a valu les félicitations du DAZEN et des instances de l'éducation nationale. Donc voilà, c'est un document qu'on fait évoluer. Il a quelques années, mais chaque fois on l'amende et on le fait avancer, et c'est vraiment un élément structurant autour du travail qui est fait sur ce plan mercredi. Donc merci à tous, il faudra le dire à Adrien et à Eva, du travail, et à Céline bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Moi, je voudrais revenir sur la délibération, parce qu'on est dans les remerciements. J'ai oublié, pardon, de remercier Céline pour le travail qui est fait au niveau des ressources humaines et dans l'aide qu'elle a apportée à la rédaction de cette délibération. Et merci aussi à toi, Valérie. Encore Madame Blamel. Projet de délibération numéro 14, mise en place du projet d'accueil d'enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Alors nous avons observé que des enfants en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques, dyslexie, hypersensibilité, peuvent rencontrer des difficultés vis-à-vis d'un fonctionnement ou des activités inadaptées à leurs caractéristiques. Nous avons également constaté que des enfants fréquentent les temps d'accueil périscolaires et extrascolaires sans que leur situation soit connue par nos services. Il y a aujourd'hui des enfants en situation de handicap qui fréquentent des temps d'accueil périscolaire. Les situations auxquelles nous sommes les plus confrontés sont bien sûr l'agressivité envers les autres enfants, difficultés relationnelles, agressivité, communication et expression. Alors, Adrien est bien sûr c'est lui qui a fait ce projet d'accueil. Ce projet répond à la volonté de la commune et de Monsieur le maire, bien sûr, de s'inscrire dans une démarche dite d'inclusion pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, l'objectif, c'est de renforcer les liens avec la famille et les professionnels qui interviennent auprès des enfants, d'adapter les modalités d'accueil et améliorer la connaissance des enfants, sensibiliser tous les enfants au handicap et adéquation des pratiques professionnelles. Alors l'élu référent, c'est bien sûr Aline Bayot. Le coordinateur, c'est Adrien, qui a fait tout ce projet. C'est un projet vraiment très beau, puisque je m'étais occupée avec la mairie de Nice. Alors c'est lui qui organise les réunions avec les animateurs pour informer, échanger, coordonner. Il participe aussi au suivi quotidien des enfants avec les animateurs. Il échange, organise des actions et entretient le lien avec les partenaires. Voilà.
Alors, je vous propose d'approuver la mise en place du projet d'accueil d'enfants en situation de handicap ou à des besoins spécifiques. Et bien sûr, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents. Est-ce que vous avez un peu compris? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez prévu une charte de confidentialité? Sur quel sujet? Surtout. Non, mais là, la confidentialité, on inscrit et on suit un enfant, elle est dans le périmètre de toutes les actions qui font des enfants de la confidentialité. Je ne pense pas qu'il faille en ajouter une clause particulière. Il y a quand même des éléments, soit en lien avec la MDPH, le personnel et en lien avec les ACM et tout, il n'y a pas de confidentialité. Ce sont des légers handicaps. Non, il y en a importants dans la violence, par exemple, il y en a, mais je ne vois pas la nécessité d'en rajouter, je ne vois pas. Je pense qu'il peut savoir la qualité. La confidentialité, ça concerne uniquement le certificat médical. Pour le dossier de la MDPH, le reste, de toute façon, ça ne serait pas possible, puisqu'il faut qu'il y ait des communications entre les différents intervenants, la SEM, c'est un partage de confidentialité. Oui, c'est un partage. Mais les agents, de toute façon, comptent un peu dans c'est rappelé. Il faudrait que ce soit rappelé quand même. Ça rentre vraiment dans leur... On peut le rappeler, mais alors on peut le rappeler à tous nos agents. C'est qu'on fait régulièrement, mais quand ça sort de mon bureau, en principe, ça dépasse pas la Corse et le département. C'est un peu plus dur vers la Sardaigne, mais... c'est qu'une question de temps. Voilà. Ok. Qui s'abstient? Donc, qui concerne l'inscription de Château-Vieux de Simone Val de Banquière, et je vous demande donc de vous prononcer maintenant sur comme on l'a fait pour Drape, comme on l'a fait pour Bonson, pour intégrer Château-Vieille au Simone Val de Banquière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avant de clôturer le conseil, je voudrais vous rappeler deux choses. D'abord, je veux remercier le CCRS et toutes les équipes Gislette pour la distribution des colis. Tout le travail qui a été effectué, il y a associé Valérie qui a travaillé avec toi. Nous avons pris cette année, on a fait un peu de ménage et en même temps pris une position très ferme sur, si vous entendez parler, les gens qui n'ont pas répondu, les pétroliers, on a commandé, bien sûr, on en a quelques-uns, des malades ou autres, on regardera et on analysera très précisément, mais on a pris une décision parce que on a fait du phoning, si je ne vous ai pas répondu, c'est que j'en veux pas, enfin, on a eu toutes sortes de commentaires, mais ceux qui n'ont pas répondu n'ont pas eu de colis, de façon très claire, et merci à tous ceux, parce que c'est un gros travail, hein, on prend des voitures, on distribue, on est partout, il n'y a pas eu de repas, ça s'est compensé par plus de distribution. Il y en aura de plus en plus. Pardon, le fait qu'il n'y ait pas eu de repas, ça implique qu'il y ait eu une distribution. Mais pas des masses, parce que les 70 ans, cette année, il y en a beaucoup, il y en a sur la commune, il y en a beaucoup plus. Qui s'installent. 500, combien t'en as? 535. Oui. 535, il y a tous les repas, il y a 190 repas. 160 à peu près de repas. Il y en aura de plus en plus, on arrive. Moi, ça y est, je suis arrivé. Il vaut mieux manger. Hein. Il y a des retours sur mes citoyens, je vais partager avec vous. Nous aussi. Il y a des retours de gens qui sont très contents de cette action. C'est très à la marge. Moi, je voudrais rappeler la deuxième chose que je vous rappeler. Dans quelques minutes, je termine le conseil, s'il vous plaît. J'ai pris la décision pour le moment de maintenir la cérémonie des vœux, bien sûr, sans la galette des rois. Donc, on va envoyer les cartons et on la maintient pour le moment parce que c'est un moment d'échange, un moment de parler à la population qui est demandée. Mais bien entendu, en fonction des instructions qui nous seront imposées, parce qu'aujourd'hui, on se débrouille un peu seul.
les informations et les instructions que l'on reçoit sont plutôt floues, qui mettent en porte-à-faux des fois la gendarmerie d'ailleurs et nous-mêmes. Voilà, ça évolue tous les jours. On ferme, on réouvre, on met les écoles, on met pas les écoles, on vaccine pas. Voilà. Et de la même occasion, j'ai demandé à Michel, le 12, on fera une communication spécifique. C'est la dernière fois que l'on vaccine. On atteint des sommes qui dépassent pour une petite commune comme la nôtre l'entendement. Bien entendu, si Omnicom se développe et qu'on reçoit des instructions, on prendra notre part. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Blaise, de la Roquette et d'autres communes. Personne ne nous a demandé si on avait besoin d'un coup de main ou d'une aide. Et on a tout financé nous-mêmes pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc le 12, ça sera la dernière vaccination, on l'indiquera, mais en fonction, et ça, Nina donnera un avis, en fonction comme Monique l'a fait pour cette vaccination-là, pour lequel je n'étais pas favorable de la faire, parce que on ne sait plus où on va et jusqu'où on va dans Et 1, et 2, et 3, voilà. Il y a 4 cases sur nos fiches. Pour la commune, quel est le reste à charge? Pratiquement, si on compte tout, Mathieu, Céline a fait une vague estimation parce que c'est tout le travail en amont. Une session de vaccination, c'est de l'ordre de 40 € sur notre charge. D'accord, c'est-à-dire que tu mets le personnel, le travail qui est fait en amont, les inscriptions, le débriefing après, aller chercher les vaccins, faire les vaccins. Les intervenants infirmiers et médecins sont pris en charge par les institutions. Nous, on prend tout le reste en charge, la fonction des produits. Pas les vaccins, bien sûr, mais une vie n'a pas de prix. Oui, tout à fait. Une vie n'a pas de prix. Donc, et les vœux éventuels, dans ce cas, comment? Les vœux éventuels, c'est pour faire le 8 à 17h. 8 à 17h. On aura la place pour s'espacer éventuellement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je clôt ce conseil. Aussi parce que